Bonsoir et bienvenue pour cette table ronde sur le métaverse, utopie et réalité avec nos intervenants Azedine Habib de Capgemini, Manon Briol également de Capgemini UX et Elie Strezelka de consultante en métaverse événementiel, musique et santé mentale. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir. Donc, cette table ronde est organisée par Social Builder et Numéum, ainsi qu'en partenariat avec l'Opco Atlas. Et je vais, avant de commencer, laisser la parole à Johanna Ponce et Rémi Ferrand qui représentent ces deux organisations de façon à dire un mot également sur le projet en lui-même et pouvoir échanger un petit peu sur cela avant que nous lancions la discussion. Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous accueillir sur cet événement organisé par Giovanna. Donc, je suis Johanna Ponce, directrice de la communication et du plaidoyer chez Social Builder. Social Builder est une association qui existe depuis maintenant plus de 11 ans et qui agit pour la mixité et la place des femmes dans les métiers du numérique. Nous orientons, nous formons et nous insérons les femmes dans ces métiers en travaillant en lien étroit avec l'écosystème des entreprises de l'écosystème numérique et avec un réseau de partenaires, de plus de 300 partenaires, parmi lesquels Numéum, ici présent, et je vais laisser Rémi Ferrand se présenter. L'objectif de cet événement ce soir, consacré à la thématique du métaverse, c'est bien entendu de participer à la découverte de cette thématique dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, mais qui pose un certain nombre de questions, qui n'est pas forcément claire, en tout cas en première acception. Donc on va la développer un petit peu plus lors de cette table ronde grâce à nos intervenants experts. Et puis, c'est bien entendu de participer à la féminisation des métiers en lien avec le métaverse. Et je cède la parole à Rémi. Donc, je me présente Rémi Ferrand, je suis le délégué au numérique responsable de Numéum, qui est l'organisation professionnelle des entreprises numériques. Donc, nous sommes un syndicat professionnel représentant des ESN, des entreprises de services du numérique, des éditeurs de logiciels et des entreprises qui font du conseil en technologie. Comme vous le savez peut-être pas suffisamment, le numérique a un gros problème d'attractivité pour ces parcours, ces formations et ces métiers, notamment un problème d'attractivité vers le public féminin. Et donc, ce qui est extrêmement dommageable pour notre secteur, pour son développement, sa croissance. Et donc, nous essayons d'agir avec des actions, évidemment avec un réseau de partenaires. Donc, je pense bien évidemment à Social Builder, mais également avec l'association et la fondation Femmes Numérique, dans lequel nous sommes particulièrement investis. Et donc, effectivement, l'idée de ces actions, l'idée de ces webinaires, c'est de vous présenter la diversité du numérique, la diversité des sous-segments du numérique, et aussi vous présenter des opportunités en termes d'emploi, parcours et formation. Donc, on est très heureux, en tous les cas, d'avoir fait ce choix du métaverse qui est parfaitement symbolique de ce que peut offrir le numérique en termes d'emploi et d'univers. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Johanna, c'était un plaisir d'organiser cette table ronde. L'Opco Atlas n'est pas présent mais participe activement à la promotion des métiers aussi du numérique et nous sommes ravis de pouvoir organiser ces différents événements. Sans plus tarder, je vous propose de changer de scénario et maintenant d'accueillir nos intervenants également sur ce spotlight et cette partie plus visible. Donc, vous me laissez un instant pour gérer la technique et comme ça, on sera tous les quatre bien visibles de tous et de toutes. Voici. Donc, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et nous sommes ravis de pouvoir échanger autour de cette thématique. Elle est beaucoup d'actualité, on en parle très régulièrement, on en parle certains parfois. Est-ce que c'est une réelle nouvelle problématique? Est-ce que c'est quelque chose qui va révolutionner notre vie? Est-ce qu'on nos modes de socialisation et de formation et de consommation grâce au métaverse? En tout cas, on va se poser la question, quelles sont les utopies, quelles sont les réalités autour de cette thématique? Et surtout, on va l'intégrer dans une discussion un peu plus large sur des autres thématiques qui font le buzz aussi, les mots Web3, les mots NFT, les mots crypto-monnaie, cryptocurrencies. Il y a beaucoup de sujets qui sont assez corrélés et donc, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans ce sujet.
Je pense peut-être donner la parole en premier à Azedine, qui m'avait justement fait remarquer que l'on ne peut pas parler de métavers sans parler de Web3, parce que c'est, comment vous aviez dit, un changement de paradigme dans la consommation d'Internet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Super, merci beaucoup Giovanna et bonjour à tous. Donc effectivement, Giovanna, tu as raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de metaverse, on parle beaucoup d'expériences virtuelles, d'expériences immersives, et on voit que la partie expérience. Et en fait, ce qui est super important, c'est de bien comprendre dans quelle est la tournure actuelle qui est en train qui est en train de s'opérer autour de ce nouvel Internet. Et pour ça, il faut comprendre dans quel Internet est-ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans ce qu'on appelle le Web 2.0. C'est un web qu'on consomme tous les jours. C'est un web où on a un certain nombre de plateformes sociales qui sont très présentes. On les nomme les Twitter, les Facebook, etc., etc. C'est un web dans lequel, en tout cas, des utilisateurs, des créateurs de contenu ont difficilement la possibilité d'avoir des possessions digitales, de démontrer qu'elles possèdent et qu'elles sont réellement propriétaires d'un certain nombre de leurs données et de leurs créations. Et c'est également un Internet qui est régi sur le traitement des données qu'on y laisse, des données, que ce soit des données d'attractivité ou des données de transactions, on va dire, sur les sites Internet, ou des données personnelles. Donc, grosso modo, si on résume un petit peu la situation, les sites Internet ou les entreprises qui sont lancées sur le net aujourd'hui propose des plateformes d'échange, des plateformes sociales dans lesquelles on va traiter un certain nombre d'informations, on va récupérer un certain nombre de données qu'on va pouvoir retraiter et ensuite revendre pour des entreprises pour qu'elles puissent targeter, faire du ciblage marketing, ce genre de choses. Nous, en tant qu'utilisateurs, on n'a pas forcément la main et la possession finalement sur les données qu'on déverse sur Internet et nos propres données. Donc là, toute l'idée en fait de changer en tout cas d'une certaine manière d'Internet ou d'aller vers l'Internet qu'on appelle le Internet 3.0, c'est d'avoir cette promesse de redonner un peu de plus de pouvoir aux différents utilisateurs de cet Internet-là, en ayant la possibilité de dire, en fait, ces données-là, c'est les miennes et je décide exactement qui les utilise et si on les utilise, est-ce que j'y récupère un incentive, par exemple, ou je suis en capacité également, en tant qu'utilisateur, de dire que ces données-là, ce sont les miennes et personne ne peut y accéder et je veux que personne n'y accède. Tout ce qu'on est en train de se dire là, finalement, c'est possible par un certain nombre de technologies qui n'existaient pas forcément avant dans l'Internet qu'on avait construit sur l'Internet 2.0 et qui commencent à venir de plus en plus sur cet Internet 3.0. Et en fait, si on résume un petit peu la situation et sans rentrer dans de la technique pure, hein, mais pour comprendre, sur cet Internet 3.0, on a différentes couches technologiques finalement qui vont permettre à des utilisateurs, de démontrer qu'elles sont propriétaires d'un certain nombre de données de création. Et ça, c'est possible avec les technologies de type blockchain qui assurent une certaine traçabilité des informations, avec ce qu'on appelle des NFT qui sont finalement des jetons, des tokens, des choses finalement qui appartiennent à certaines personnes et on les démontre parce qu'on enregistre un certain nombre de ces données-là sur des blockchains justement. Donc, on a la capacité de pouvoir démontrer qu'on est propriétaire d'un certain type de données. Et ensuite, à côté de ça, on a tout, pour faire très simple, hein, bien entendu, je prends des raccourcis, on a tout le layer, la couche, expérience, et on se dit que le site Internet tel qu'on le voit aujourd'hui avec du 2D, avec peut-être des vidéos, des images, ce genre de choses, on peut le transformer en espace en fait très immersif, très virtuel finalement en 3D et qui nous permet d'avoir une expérience beaucoup plus qualitative finalement de la consommation de sites qu'on pourrait l'avoir tel qu'aujourd'hui. Et finalement le metaverse c'est un petit peu cette couche d'expérience qui va venir un peu lier l'ensemble des couches technologiques basses que j'ai décrites juste avant et c'est un petit peu la promesse finalement de se dire que dans ces plateformes metaverse, et on y reviendra juste après, j'en suis sûr, mais je suis en capacité finalement de naviguer de plateforme en plateforme avec mes possessions et mes possessions digitales et je suis en capacité de démontrer que c'est bien les miennes parce qu'elles sont toutes enregistrées
sur des blockchains qui les sous-tendent. Voilà, c'était un petit peu d'introduction. J'espère que je n'ai pas été trop technique ou trop long là-dessus. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat et on essaiera d'y répondre tous ensemble. Je sais qu'on utilise beaucoup de jargon quand Oui. on parle des fois de crypto, de NFT, etc. Donc, n'hésitez pas, s'il y a un acronyme qui vous a échappé, s'il y a un mot que vous voulez qu'on répète, c'est le but aussi d'avoir cette fonctionnalité interactive. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup à Azedine pour cette perspective. Et ça me lance sur une autre question. C'est est-ce qu'il y a un métaverse? Est-ce qu'il y a des métaverses? Est-ce qu'on peut y aller? Je sais que Manon, tu voulais peut-être discuter un peu plus de qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourra être dans le futur et surtout ce que ce n'est pas par rapport à des images parfois un peu fantasmées que l'on peut avoir. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Avec plaisir, merci beaucoup Giovanna. Du coup, effectivement, c'est une bonne question, un métaverse ou des métaverses. Aujourd'hui, notre conviction, c'est que effectivement, le métaverse, c'est vraiment que à sa genèse. Et on ne peut pas encore parler du métaverse à proprement parler, dans le sens d'un monde virtuel unique qui serait à portée de main, qu'on pourrait rejoindre en mettant un casque de réalité virtuelle, comme dans Ready Player One, par exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu voir ce film. Tout simplement parce que déjà, personne n'a de casque de réalité virtuelle chez soi, quasiment en tout cas. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas parler encore d'unicité du métaverse ou d'un métaverse qui va gagner par rapport aux autres. C'est souvent la question que nos clients nous posent, en tout cas, mais qui est de dire, moi, si demain, je veux me mettre dans Sandbox, comment je suis sûre que c'est le métaverse qui va gagner? En fait, il ne faut pas penser comme ça. On ne peut pas dire qu'un métaverse va gagner par rapport aux autres. Aujourd'hui, les métaverses qui existent, ce sont des plateformes, ce sont des expériences, comme le disait Azedine. C'est des expériences qui sont immersives, qu'elles soient 2D ou 3D. Et demain, en fait, l'ambition, c'est que ces différentes expériences-là, il y ait des passerelles entre elles et qui permettent d'avoir cet univers, en tout cas ce métavers, ce concept de métavers, où on aurait un espace pour pouvoir se balader dans ces différentes expériences. Donc aujourd'hui, avec la maturité du métaverse qu'on a à l'heure actuelle, par exemple, un jeu comme Fortnite, selon la définition qu'on a du métaverse actuel, qui veut dire qu'il y ait une expérience 2D ou 3D dans laquelle on peut se déplacer, on peut interagir, etc., un jeu comme Fortnite, par exemple, ce serait une plateforme métaverse. Un monde comme Sandbox, sur la définition actuelle, ce serait une expérience métaverse. Donc voilà, à notre échelle, en tout cas, à l'heure actuelle, nous, on distingue 3 grands types de métaverses. On distingue dans un premier temps les plateformes plutôt ouvertes, comme Sandbox, dont je parlais, Decentraland. Il y a Facebook aussi, Meta, qui a lancé son métaverse Meta Horizon. Là, l'objectif de ces plateformes ouvertes, ce sera plus dans le social, dans le gaming. L'objectif, ce sera de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire des amis, s'affronter dans le cadre de jeux, participer à des concerts, à des événements. Je pense qu'Elie en parlera un peu plus mieux que moi. À côté de ces plateformes plus ouvertes, il y aura des plateformes qu'on appelle fermées. Et là, je pense à des logiciels comme Spatial, comme Altspace, Virbela, qui sont peut-être un petit peu moins connus, mais parce que l'ambition est plus fermée, dans le sens où c'est plus à destination des entreprises ou de l'éducation, où on a un public prédéfini. Seules des personnes identifiées auront accès à cet espace pour collaborer entre elles, par exemple dans le cadre de workshops, dans le cadre de recrutement, etc. Et enfin, on a une troisième type de plateforme qui se développe aussi également parallèlement à ça, qui sont les plateformes plutôt industrielles, comme peut-être vous avez entendu parler du NVIDIA Omniverse, qui là a plus pour objectif de servir en fait l'industrie, d'optimiser les opérations des lignes de production en créant tout ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Donc, c'est des reproductions à l'identique dans le digital d'une ligne de production, d'une industrie, pour pouvoir créer des prototypes et tester facilement, virtuellement, des concepts, des objets, des paramètres avant de les lancer dans la vraie vie. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question de c'est quoi le métaverse de demain. En tout cas, à aujourd'hui, c'est une définition surtout basée sur l'expérience. Manon, du coup, le concept qui est un petit peu entre tout ça, c'est l'interopérabilité, c'est ça? C'est le fait de pouvoir avoir différents métaverses qui se touchent, c'est ça? Effectivement, ouais, c'est ça. Il y a déjà quelques acteurs qui commencent à se positionner sur ces sujets-là.
On connaît notamment un acteur qui s'appelle Ready Player Me, qui est un acteur de création d'avatar. Je vois Ellie qui hoche la tête. Donc, c'est un acteur qui s'est positionné très rapidement sur la génération d'avatars et qui aujourd'hui essaye de s'aligner avec toutes les plateformes qui sont créées pour pouvoir proposer leur avatar dans les différentes plateformes qui existent. Et donc, c'est un premier pas vers cette interopérabilité, finalement. Super. Et bah, du coup, la question qui arrive, et ce sera pour Ellie, c'est donc comment on rentre? Quelles sont les portes d'entrée, les différents points d'entrée vers le métaverse? Oui, voilà, donc en fait, moi, j'ai un background aussi un peu crypto, NFT, et le métaverse dont je rêve, c'est un métaverse ouvert, décentralisé, qui tourne sur la crypto. Mais plus je suis dans ce monde du métaverse, plus je m'immerge dedans, plus je me rends compte qu'il y a des points d'entrée et que, par exemple, j'aime pas trop Decentraland, des sandbox parce que il faut des ordinateurs pas possibles. Les graphismes sont assez, c'est pas ça qu'on s'imagine. Et du coup, de plus en plus, je me tourne vers la réalité virtuelle. Parce que pour moi, autant la crypto est un point d'entrée dans le métaverse, autant le gaming, comme le disait Manon tout à l'heure, dans Fortnite, est un autre point d'entrée. Donc, il y a des métaverses qui sont gaming, mais pas crypto. Il y a des gamers qui détestent la crypto. Et enfin, il y en a beaucoup, hein, mais il y a celui qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est la réalité virtuelle. Et les plateformes qu'on a mentionnées tout à l'heure, par exemple Spatial, par exemple, ils sont disponibles sur mobile, sur desktop et sur Oculus, donc sur le casque de réalité virtuelle de Meta. Et pour moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse en fait. En ce moment, je choisis la réalité virtuelle parce que c'est les expériences les plus agréables, les plus immersives. Et pour moi, c'est un point d'entrée dans le métaverse, même si le monde du Web3 se focalise beaucoup plus sur tout ce qui est lié à la blockchain. Je vais en profiter pour te redonner la parole du coup. Et du coup, c'est qui crée le métaverse? Pour qui? Pourquoi? Donc, tu nous as dit le gaming, c'est un point d'entrée. Les gens qui font de la crypto, c'en est un autre. Mais quelles sont les différentes peut-être industries, les différentes personnes qui s'intéressent à la question? Oui, pour moi, c'est une question de connexion entre les personnes. Donc, il y a beaucoup de choses dans la réalité virtuelle et dans le gaming où on est un peu tout seul face à un jeu, tout seul face à une plateforme. Et pour moi, ce qui est vraiment intéressant dans le concept du métaverse, c'est réunir les gens. Et donc, d'un côté, il y a les plateformes, donc tous les jeux, donc Spatial, Decentraland, Sandbox, qui mettent à disposition des mondes, des environnements virtuels où on peut se retrouver. Et de l'autre côté, il y a les créateurs. Donc, si on va construire une maison dans le métavers, si on va créer des NFT pour meubler les murs, si on va créer de beaux objets pour décorer ces endroits-là. Donc là, tout de suite, c'est les créateurs, les artistes, etc. Donc, pour moi, c'est une rencontre entre des sociétés de technologie qui vont mettre à disposition les mondes et puis ensuite les personnes qui vont en faire quelque chose de beau, quelque chose d'intéressant, quelque chose de créatif. Et pour moi, c'est ça les deux types d'acteurs du métaverse. Et puis ensuite, évidemment, les personnes qui ne créent pas forcément de contenu, mais qui s'y rendent. Et qui s'y rendent pourquoi? Pour créer des événements, pour vivre des expériences. Donc, un petit peu le grand public qui va pouvoir apprécier toutes ces belles choses créées par, d'un côté, des artistes et de l'autre côté, les sociétés de tech. Ça tombe bien qu'on parle de société de tech. Je vois des personnes qui y travaillent et qui font des événements, justement. Je pense à Manon avec des événements de recrutement, mais plus généralement, les services que vous y proposez. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit focus sur un projet, sur un cas d'usage comme ça, où vous avez eu à traiter le métaverse, à lui donner un usage? Avec plaisir. Si je peux donner un petit exemple, effectivement, nous, là, c'est plutôt sur la partie, effectivement, métaverse pour les entreprises. On a organisé avec Capgemini Invent un événement de recrutement à échelle internationale dans le métaverse. On a organisé ça, du coup, il y a 1 mois maintenant. Et l'objectif, en fait, était de créer une expérience unique où l'ambition était, en fait, de pouvoir réunir des candidats de 15 pays différents et de les faire travailler ensemble, se rencontrer et collaborer dans le métaverse. La promesse était forte et ambitieuse puisque aujourd'hui, on connaissait aucun autre cabinet qui avait lancé une initiative de ce type-là. Mais on a voulu relever le défi
Et on a organisé cet événement du coup en utilisant la solution spatiale. Et donc effectivement, les plus de 400 candidats ont été intéressés par l'événement, se sont inscrits. Le jour J, on a eu des présélections, des filtrages, etc. On a eu plus de 100 participants. Et au final, on les a répartis dans des équipes. Et ce qu'on a voulu faire, c'est faire quelque chose de très collaboratif, de très interactif. Et on s'est donné l'ambition de préparer un escape game. Donc, ce qu'on a pu faire, c'est organiser un escape game autour des challenges qui nous parlent beaucoup en ce moment, qui sont des challenges qui sont rencontrés par pas mal d'entreprises autour de la sustainability. Et donc, en fait, ces groupes de candidats issus de différentes nationalités avaient 1 heure pour collaborer ensemble et pour résoudre les différents challenges dans le métaverse sur des sujets de sustainability. Voilà. Et du coup, suite à ça, en fait, une fois qu'ils avaient pu réussir à sortir de cet espace, ce qui était facile, enfin, ce qui était plus simple à faire dans un espace type métaverse que dans un Teams, j'imagine, suite à ça, ils ont pu rejoindre les kiosques représentant les différents pays de Capgemini Invent pour rencontrer ensuite les personnes du recrutement, les équipes de recrutement locales et avoir une discussion par rapport à leur candidature. Voilà, donc c'était un gros défi, assez innovant. Comme c'est des plateformes qui sont encore peu matures, voilà, qui ont 2-3 ans maximum d'expérience, il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées, mais à la fois, c'est un bon premier test pour se lancer et mettre les mains dedans. Et tu vois, Giovanna, je rebondis là-dessus parce que l'exemple que vient de décrire Manon, c'est un exemple en fait qui tire parti des technologies immersives, de la plateforme spatiale en l'occurrence, pour améliorer, on va dire, l'expérience dans la phase de recrutement. Donc, c'est plutôt très orienté employé-collaborateur. Et d'ailleurs, ça pourrait très bien être utilisé pour des phases d'onboarding, de formation, d'animation de communauté au sein des entreprises, ce genre de choses. On pourrait très bien imaginer un certain nombre de choses, et d'ailleurs, on y réfléchit en ce moment. Et donc ça, on est vraiment très sur la partie collaborateur, employé. Il y a aussi, et là, je voulais juste te prendre très rapidement un autre exemple, sur la partie plutôt en expérience des clients et comment est-ce qu'on l'améliore. Et là, on a fait alors, c'est pas vraiment un métaverse en soi, c'est plutôt une plateforme immersive virtuelle en 3D qui présente pour un distributeur un certain nombre de produits dans lesquels, quand je rentre sur la plateforme, ben, je peux découvrir des produits, je peux zoomer sur les produits, je peux avoir une fiche descriptive du produit, etc., etc. Et je peux aussi, une fois que je flash un QR code qui m'est proposé, ramener le produit chez moi, dans mon domicile, pour voir ben, comment est-ce que cette lampe irait dans mon domicile, par exemple. Ça, concrètement, ça ne peut pas être directement qualifié de métaverse en soi parce qu'il n'y a pas vraiment d'interaction entre différentes personnes au sein de la plateforme. Mais je trouve que ça a, par exemple, beaucoup de valeur ajoutée de faire ce type de cas d'usage, finalement, pour faciliter l'acte d'achat pour des consommateurs quand ils sont à leur domicile, au final. Et c'est très bien, en fait. On parle plus de technologie immersive que de metaverse, et c'est pas bien grave, au final. Mais ça c'est le même objectif. Voilà. Ça, je vois que ça fait questionner certains participants, notamment sur l'utilisation dans différents secteurs, que ce soit donc là la santé dans la question qui nous a été posée, mais je sais qu'il y a aussi le luxe, donc l'expérience vraiment retail et de vente, l'expérience de musique, l'expérience de fête, de célébration, d'événementiel. Je pense qu'on va y revenir juste après. Donc Pierre, ne vous inquiétez pas, on revient à votre question rapidement. Mais l'idée aussi que je voulais discuter avec vous, c'est qu'on crée maintenant ces nouvelles expériences. On dit c'est super, tout le monde va pouvoir s'y revoir avec des qualités graphiques plus ou moins, avec des sons qui marchent plus ou moins bien, avec des zooms augmentés parfois ou des zooms un peu moins bons selon la connexion qu'on peut avoir. Mais on parle aussi d'infrastructure. Donc, il y a besoin cette bonne connexion, il y a besoin d'avoir des serveurs, il y a besoin d'avoir toute une question aussi qui se développe sur le numérique responsable cette fois-ci et sur les questions de est-ce que c'est soutenable, est-ce que c'est durable aujourd'hui de créer des technologies comme ça.
Donc, je pense qu'il va falloir qu'on se pose la question et qu'on adresse la question, parce que c'est aujourd'hui aussi, on va dire, on parlait des jumeaux numériques des sites, mais il y a aussi les jumeaux de cette innovation et de toute cette curiosité qu'on a sur cette thématique. Est-ce qu'il y a des aspects dont il faut qu'on discute? Je sais que vous avez peut-être fait des petites études sur les questions, peut-être Azedine et Manon, notamment peut-être pour comparer quel est l'impact de créer une soirée recrutement sur le métaverse international plutôt que de faire une expérience en vrai. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de billes sur ça? Ouais, clairement, je te laisserai peut-être maintenant réagir sur la partie de l'étude qu'on a menée, mais de notre côté, je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients qu'on est sur des technologies, on va dire, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais de rupture, en tout cas quelque chose qu'on n'a pas d'existant à l'heure actuelle. Et il faut adresser le sujet, ça a un impact écologique qui est non négligeable en fait. Donc, la manière dont on voit le sujet, c'est on sait que ça va arriver, on sait que les plateformes metaverse, que les cas d'usage, etc., ça va arriver en fait, quoi qu'on fasse à ce stade. Là où on se positionne, c'est plutôt de se dire, comme on sait que ce changement un peu de paradigme, comme on le disait avec le Web3 et l'expérience immersive avec le metaverse vont arriver, autant accompagner le mouvement pour être certain que les cas d'usage et les plateformes qu'on développe sont des cas d'usage et des plateformes qui sont le plus à même de respecter finalement l'environnement et son impact et l'impact écologique. Et que surtout, on développe des cas d'usage qui ont de la valeur pour ceux qui vont l'utiliser. Il ne faut pas juste que ce soit quelque chose de joli, de beau, qui n'apporte pas grand-chose en plus, quoi. Donc, la question de ce challenge de la valeur, il est super important et il doit être adressé dans tous les projets qu'on fait. Alors après, effectivement, on peut comparer. Il y a plusieurs types de comparaisons parce que on parle d'expérience physique versus expérience virtuelle. Dans les expériences virtuelles, on a les expériences, on va dire, de type metaverse et on a les expériences qu'on connaît aujourd'hui sur du Zoom, du Teams, et on peut très bien faire des réunions comme ça aujourd'hui aussi. Donc, il faut comparer les bonnes choses. Il faut surtout essayer de comparer les valeurs ajoutées qu'apportent les trois options, la partie physique, la partie, on va dire, plutôt virtuelle traditionnelle et la partie purement immersive. Et ça, c'est ce qu'on a commencé à faire et, avec la partie, avec l'expérience que Manon a expliqué juste avant. Peut-être que tu veux dire deux mots là-dessus, Manon. Ouais, je vais être très rapide sur le sujet, mais effectivement, on a lancé une étude sur l'impact carbone associé aux événements métaverses. Et on a comparé en fait l'organisation d'un événement de type recrutement, donc pas exactement le même que celui qu'on a fait là, mais un événement type d'1 heure dans le métaverse de spatial réunissant une 60aine de personnes. Et on se rend compte que si on compare avec le scénario physique, donc rencontre physique, et là je compare même avec 30 personnes, c'est 2 fois moins que sur le métaverse de spatial, eh bien on a un impact global carbone qui est de 2 fois plus que l'organisation dans le métaverse. Mais encore une fois, c'est des scénarios qui sont différents. En physique, il y a effectivement le déplacement, il y a effectivement pas mal de critères à prendre en compte. Et encore une fois, bien sûr, spatial derrière consomme plus qu'un Teams, 2 à 3 fois plus même qu'un Teams ou qu'un Zoom assez classique. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de critères à prendre en compte quand on fait ces études-là. Et si vous êtes intéressé, avec plaisir pour en rediscuter un peu plus en détail par la suite. Élie, toi, tu avais commencé par les cryptos, les NFT aussi, avant de rentrer dans la question du métaverse à proprement parler. Donc, on en a discuté rapidement. Les NFT, c'est les non-fungible tokens. C'est cette preuve, en fait, de possession de quelque chose. Donc, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ils reposent sur d'autres technologies. Donc, on a mentionné blockchain et c'est pas toujours visible. Comment est-ce qu'on fait le lien? Est-ce qu'il y a une infrastructure à prendre en compte aussi à cause de ça? Quels sont les usages qu'on en a? Est-ce que c'est pour habiller un avatar? Est-ce que c'est pour parler de décoration dans le métavers? Comment est-ce qu'on lie en fait ces deux infrastructures et comment ça travaille ensemble?
J'en parlais justement avec un collègue aujourd'hui. Moi, j'attends. J'attends que la crypto rencontre la réalité virtuelle. Comme Manon le disait tout à l'heure, j'aime beaucoup spatial aussi. Pour moi, il faut créer des événements, il faut créer des activations. Donc, nous, on est plus dans tout ce qui est méditation, musique live, etc. Parce que ces endroits aujourd'hui, ils sont vides et il faut créer du lien entre les personnes. Je trouve que les meilleures expériences aujourd'hui sont en réalité virtuelle, mais malheureusement, c'est pas des expériences où on rencontre d'autres gens. C'est des expériences où on a du contenu qui nous arrive, où on peut jouer, mais c'est pas vraiment des concerts, des choses comme ça. Et c'est pour ça que Spatial est intéressant parce que il se prête au jeu de justement faire rencontrer des gens, mais malheureusement, c'est un univers qui ne tourne pas sur la crypto. Donc, les NFT ne sont pas trop encore pertinentes. Mais moi, je crois vraiment qu'avec plus de plateformes, avec plus de temps, les univers crypto qui vont se développer vont pouvoir s'associer à la réalité virtuelle. Et là, il y aura des vrais cas d'usage pour les NFT. Surtout aussi pour la réalité augmentée. Ce que je pense, c'est que les lunettes vont devenir de plus en plus petites et on va pouvoir interagir avec notre environnement et l'augmenter avec des choses très intéressantes, de l'art, etc. Donc pour moi, les NFT, c'est la portabilité de l'identité digitale. Les NFT que j'ai, l'art que j'ai, représente qui je suis, comme ma playlist Spotify. Et je vais vouloir l'afficher, le montrer quelque part. Et c'est là que le métaverse est intéressant. Mais pour ne pas vous mentir, aujourd'hui, on n'en est pas encore là à lier les meilleures expériences métaverse avec la crypto. Decentraland, Sandbox le font, mais voilà, l'expérience n'est pas incroyable visuellement. Merci beaucoup pour cette réponse. On a eu une question à laquelle Manon a déjà un petit peu répondu, mais comment on connaît donc la question de spatial? Comment on peut mesurer ça? Oui, du coup, ce que je disais à Fatia dans le chat, c'est que effectivement, à l'heure actuelle, en fait, les données sur les émissions carbone des plateformes métaverses sont très timides. Les les entreprises, les plateformes ne communiquent très peu sur, leur, impact carbone. Donc, enfin, souvent, ce que vous allez voir comme étude, ça va être souvent des suppositions. Nous, comment on a construit notre étude? Effectivement, c'est basé sur certaines hypothèses, mais on a pu analyser aussi en fonction de données qui sont communiquées par Spatial sur les serveurs, les types de serveurs, enfin, où ils sont localisés dans le monde, quel type de données ils comportent, quel type de données sont utilisées, etc., afin de pouvoir construire en fait ce calcul-là. Mais effectivement, ce ne sont pas des données à aujourd'hui qui sont tamponnées, fiables, etc. C'est basé grandement sur des hypothèses. Voilà. D'accord. Donc ça aussi, c'est un petit peu cette Ouais, partie utopique de pouvoir tout calculer, puisque c'est encore… pour l'instant, c'est sûr. Ça m'amène à la question d'un petit peu les compétences. Est-ce qu'on peut tous aller sur le métaverse? Est-ce qu'on peut tous s'intéresser à la question? Donc, d'une part, on peut jouer. Si les enfants peuvent jouer sur Fortnite, enfin, les enfants, et les jeunes et les moins jeunes, jouer sur Fortnite, aller voir peut-être aussi des expériences plus anciennes sur des jeux comme Second Life qui avaient eu une popularité dans les années 2000. Il y a plusieurs façons de le faire, mais du coup, comment on travaille sur les questions du métaverse? Qui développe des compétences? Quelles sont les compétences spécifiques qu'il faut avoir? Est-ce que on a peut-être des billes qu'on peut donner à notre public ce soir pour un petit peu aller creuser la question? Zedine, peut-être? Je peux tenter. Après, on n'a pas de boule de cristal, hein, donc c'est quand même compliqué de s'engager. Mais en fait, les plateformes Metaverse, comme toute autre plateforme, à un moment donné, il faut les construire. Donc, on aura besoin de développeurs, on aura besoin de 3D designers. On parle beaucoup de ce type de métier qui est un vent en poupe en ce moment. On aura besoin, notamment si on veut, à un certain moment, utiliser des NFT utilitaires, ce genre de choses. On aura besoin de développeurs de smart contracts, de développeurs blockchain, ce genre de choses, ce genre de compétences. On aura surtout besoin, en fait, pour que ce soit un succès, de compétences du UX design, en fait, hein, et de UI, parce que elle a dit tout à l'heure, Ellie, et c'est très vrai, les plateformes les plus plébiscitées aujourd'hui,
quand on les regarde, c'est difficile d'y accéder. Et surtout, pour une plateforme comme Decentraland, par exemple, on ne peut pas y accéder comme ça. Il faut se créer un digital wallet. Déjà, je ne sais pas qui aujourd'hui qui assiste à cette conférence a déjà un digital wallet, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas si évident que ça. Les informations sont surtout en anglais. L'expérience en fait utilisateur, il y a beaucoup de freins en fait pour que ce soit une expérience qui soit facile, comme on rentre aujourd'hui sur un site internet en 2 clics et on peut cliquer, on peut acheter un produit en 3 clics en fait. Donc ça, aujourd'hui, on l'a pas. Donc il faudra des personnes qui ont cette compétence de créer des parcours utilisateurs, des parcours clients qui soient faciles et qui soient rapides en fait, pour que ce soit un succès. Et après, au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un vrai besoin de designer des expériences qui soient utiles et qui soient attractives. Et c'est un peu ce que fait Ellie en fait, sur les événements qu'elle crée, etc. Parce que on peut créer autant de plateformes qu'on veut technologiquement parlant, mais derrière, si on les fait pas, s'il n'y a pas de mass market, on les fait pas venir dessus, ça sert à rien, quoi. Donc, et pour les faire venir, il faut créer du contenu régulièrement et faire en sorte que les personnes arrivent. Si on regarde Decentraland des Sandbox, la population qui est aujourd'hui, ça doit être quelques milliers de personnes entre 15 et 23 ans, si je suis gentil. Donc, ça donne une petite impression de club privé, mais donc tu nous expliques bien les raisons, à la fois par cette question technique de réussir à avoir des ordinateurs assez puissants, cette question aussi d'avoir la connaissance de l'anglais, d'avoir la documentation qui est liée. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le digital wallet? Qu'est-ce que c'est et comment on en obtient, histoire qu'on puisse peut-être donner des pistes, comment on fait ça? Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut se lancer sur le parcours? Est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va faire? MetaMask, tu nous dis, Ellie, tu veux lancer sur le parcours? Oui, voilà, et juste pour revenir un tout petit peu au métier et au profil, il y a un autre type de métier et de profil que moi je vois vraiment vont être cruciaux pour le métavers, c'est par exemple un prof de méditation. Ça peut lui ramener du revenu supplémentaire et on a besoin de ces activations. Un musicien, par exemple, un chanteur. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire dans le métaverse? Il y aura forcément des gens qui vont faire cet entertainment, qui vont donner ces animations. Et moi, je pense que ce sont des métiers qui vont aussi pouvoir bénéficier d'un revenu supplémentaire au travers du métaverse. Et pour ce qui en est du crypto wallet, le fameux crypto wallet. Alors ça s'appelle MetaMask aujourd'hui, c'est le crypto wallet le plus répandu. Donc il y a une application mobile, il y a un plugin Chrome. Donc le but, voilà, vous téléchargez l'application MetaMask. Après c'est assez logique en fait ce qui se passe. Vous allez avoir un code secret, ne pas perdre le code secret parce qu'il n'y a pas de mot de passe oublié dans la crypto. Donc, vraiment, gardez cette phrase. Et puis ensuite, vous verrez toutes vos cryptos dedans, vos NFT, etc. Et c'est ça qui est utilisé pour se loguer dans les plateformes. Donc, quand j'arrive sur Decentraland, on va me demander de connecter mon crypto wallet parce que c'est là qu'en fait, je vais avoir mes vêtements, je vais avoir tout ce qui m'habille. Et donc, c'est ça qui va être un peu mon identité et va pouvoir connecter qui je suis et faire comprendre aux plateformes, ah, c'est cette personne-là qui a ses NFT, qui fait ci, qui fait ça. Donc, ça tourne un peu autour du MetaMask, bien que aujourd'hui, quand même, je tiens à noter que la plupart de ces plateformes ont une option de sign in as guest. Donc, si on n'a pas de crypto wallet, on peut quand même faire partie d'une expérience. S'il y a un concert, on peut quand même y aller. Mais c'est vrai qu'on ne pourra pas participer à l'économie de la plateforme. Et donc, ça nous en donne déjà un petit peu plus d'idées. Donc, vous pouvez être prof de yoga et aller sur le métaverse et avoir des clients et vous lancer. Comme on a pu faire des cours de gym pendant le confinement en visio, on pourra le faire peut-être avec le métaverse, avec des plateformes donc diverses et variées dessus. Puis, on voit de plus en plus de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc toi, Ellie, tu fais partie de ces entrepreneurs. Mais donc comment tu t'es dit un jour, j'ai envie de devenir entrepreneur, il y a un business, je me lance. Comment tu as fait? C'était plutôt une progression naturelle. J'avais quitté mon job au Canada, j'étais dans la tech et je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais pas. Et donc, j'ai pris un peu de temps. J'ai travaillé un peu avec les handicapés mentaux. J'ai pris un petit peu de temps. Et là, en fait, j'ai compris les NFT
j'ai compris la notion d'art digital et de propriété digitale. Je me suis intéressée à la crypto. Je suis revenue en fait au début du Bitcoin et très vite, j'ai commencé à travailler en freelance pour une plateforme de NFT, de photographie. Ensuite, j'ai commencé à travailler du coup un peu au contact des marques. Ensuite, j'ai commencé à travailler un petit peu dans une société d'événementiel dans le métaverse. Et à côté de ça, j'ai commencé à construire une communauté, à tenter des choses par-ci par-là, à biler des choses par-ci par-là. Mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus confortable comme vie là maintenant, mais ça me passionne en fait. Et je pense que pour moi, c'est vraiment aller à l'avant de l'innovation, aller à l'avant de la technologie, regarder ce qui manque et pouvoir apporter des solutions. Là, pour le moment, c'est vraiment les activations et le lien entre les personnes qui, je trouve, manque un petit peu dans ce métaverse que je trouve un petit peu vide. Donc, je essaye de me spécialiser un petit peu là-dedans. Mais effectivement, il y a toujours la question de est-ce qu'on est trop tôt? Est-ce que ça va, il y a assez de personnes qui comprennent de quoi on parle? Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut des gens comme moi, il faut des gens comme nous pour en fait en faire quelque chose de ce métaverse. J'avais déjà mon micro ouvert. Manon, toi, enfin, je pense qu'on va pouvoir rebondir sur la question, mais cette expérience du freelancing, en fait, finalement, c'est assez courant. Et comment tu penses, comment tu vois le freelancing, toi? Moi, je trouve que le freelancing, en fait, je trouve que de moins en moins, on se met des barrières sur le freelancing et c'est une bonne chose parce qu'en fait, ça va permettre à des personnes de tout horizon et donc de plus en plus riches d'apporter de la valeur sur des sujets comme le métaverse, comme les expériences immersives, qui, en fait, si on restait dans le modèle un petit peu plus traditionnel de je travaille dans une boîte, etc., enfin, c'est un peu plus siloté. Donc le fait de se lancer dans la freelance, je ne dirais pas je recommande parce que moi j'ai jamais testé ça, mais je trouve que c'est hyper riche parce que ça peut vous permettre d'accéder à des horizons divers et variés et ça peut être une porte d'entrée plus simple en fait qu'un processus de recrutement, peut-être, un petit peu plus formel et cetera et derrière en fait les entreprises à aujourd'hui, elles consomment énormément, de freelancing parce qu'il y a toujours des besoins hyper particuliers. Ah moi j'ai besoin de la personne qui sait designer des robes de telle couleur, de telle matière, et cetera. C'est très dur de trouver, cette personne-là dans son entreprise et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller la chercher, dans les sites de freelance. Donc voilà, moi je trouve que freelancing c'est quelque chose, en tout cas qui est super, et pour les personnes qui nous écoutent, je sais que certaines d'entre elles sont dans la reconversion professionnelle. Je pense que c'est des très bonnes portes d'entrée, le freelance en tout cas. Et Dao, tu nous dis, Ouais, c'était pour la blague, mais effectivement, ça me fait penser beaucoup à ça et c'est très Web3 en fait. Le DAO, pour expliquer en deux mots, hein, c'est Decentralized Autonomous Organization. Et grosso modo, l'idée, c'est de se dire, je suis capable de créer une communauté qui s'autogère finalement, qui propose ses propres règles et qui fait participer tout le monde de manière démocratique à l'avancée d'une telle structure. Et quand j'entendais Manon Elie parler de freelancing, par exemple, je me dis, en fait, c'est carrément lié au DAO. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de ce type de structures qui ne sont pas des entreprises à proprement parler, mais qui sont des groupements de personnes qui sont liées par, je sais pas, un certain nombre de valeurs ou de pratiques ou de métiers, de compétences, et qui vont proposer un certain nombre de choses, quoi, qui vont proposer de la valeur, j'ai envie de dire, et qui pourront se faire rétribuer sans forcément passer par un organe central, une entité, comme une entreprise qui leur déverserait un salaire. Et l'idée, et c'est tout l'idée finalement de ce monde du Web3, de la blockchain, du NFT et du metaverse, c'est on voit souvent en fait ce sont des communautés qui s'autogèrent et qu'on n'a pas besoin en fait d'intermédiaires finalement pour créer de la confiance entre nous et pour s'échanger de la valeur. Ça peut être de la monnaie, ça peut être autre chose. On a les technos aujourd'hui qui nous permettent finalement d'avoir cette confiance avec la blockchain, de s'échanger de la valeur avec des cryptos ou autres, et de s'organiser, de prendre des décisions avec des DAO via des votes, par exemple, qu'on pourrait faire de manière démocratique au sein de la communauté pour orienter la DAO, l'organisation, la structure de telle ou telle manière, quoi.
Ça permet aussi peut-être de se poser la question où est-ce qu'on trouve les ressources pour ça? Où est-ce qu'on va se former? Donc, il y a peut-être des communautés qui sont plus ouvertes que d'autres. Vous en avez certaines peut-être qui vous viennent à l'esprit, ou alors des ressources plus académiques peut-être, mais j'imagine que pour être UX designer du métaverse, il faut avoir les bases de l'UX design normal, classique, mais ça, donc, n'hésitez pas à regarder notre chaîne Social Builder, on vous propose pas mal de choses sur ces sujets-là, mais plus spécifiquement, du coup, sur ces nouvelles technologies qui sous-tendent le métaverse, la blockchain, les NFT, on cherche où? Il y a quelques exemples, mais effectivement, il y a l'école Alira, par exemple, qui est une école spécialisée blockchain, qui forme à la fois des profils plutôt business, des profils plutôt techniques. Et d'ailleurs, nous, on en recrute aussi, on a déjà recruté chez Capgemini Invent. Metaverse Collège La Défense, effectivement. Il y a de plus en plus en fait d'écoles, soit d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, qui proposent des formations un peu plus spécifiques sur de la blockchain, sur leur Metaverse. Je pense que c'est très récent hein, pour le coup. Mais sur la crypto, il y a beaucoup. Stanford College fait ça. Il y a plusieurs écoles aussi en Allemagne qui proposent ce type de diplôme. Donc oui, il y a beaucoup de ressources en fait qui existent déjà hein, honnêtement sur Internet. Et j'ai envie de dire la base, c'est déjà d'être acculturé, j'ai envie de dire, à toutes ces technologies. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà sur Internet pour commencer à avoir cette première brique. Après, ça reste des métiers, on va dire, hein, de l'IT traditionnel, hein, tu l'as dit, hein, des développeurs, les 3D designers, les UX et les UI designers, tout ça, c'est des métiers qui existent déjà finalement. Je vois pas mal de suggestions arriver aussi dans le chat en disant que Discord et YouTube sont des viviers de métaverse enthousiastes, que 2140.fr fait aussi pas mal d'études sur la blockchain, le métaverse et les NFT. Alors, je ne connais pas Cathy Hackle. Tu veux nous en dire un mot? Alors, c'est la godmother of the metaverse. C'est une dame qui est vraiment géniale. Elle a écrit des bouquins, elle a un podcast. Il suffit de taper son nom sur YouTube et vous trouverez plein de contenu. Et elle explique ça très, très bien. Elle est très, très connue de la communauté. Donc, c'est un peu la maman du métaverse qui s'intéresse à tous ces points d'entrée, qui travaille sur des films, des choses. Enfin, elle a vraiment une vue 360. Et en plus, elle est aux États-Unis. Évidemment, ils sont en avance là-bas. Donc, moi, je conseillerais vraiment le contenu de Cathy Hackle et la suivre, cette dame. Moi j'ai une question, du coup. Si on n'est pas si nombreux, on disait il n'y avait que quelques poignées de gens qui se connectaient au métaverse et autres. Comment on fait pour ne pas être intimidé? On toque à la porte et on se sent inclus. Comment ça se passe? Oui, moi, par exemple, je suis arrivée dans le métaverse. Je crois que la première fois, c'était un copain à moi qui avait une maison dans un métaverse qui s'appelle Crypto Voxel. Et il avait un copain qui était DJ, donc qui était streamé en musique live. Et il m'a dit, Ellie, je fais une soirée, bien. Et donc, je suis arrivée et tout le monde dansait et il y avait de la bonne musique et on rigolait. Et puis maintenant, je me suis fait des amis. Les gens sont très accueillants et en plus, on est sous forme d'avatar. Donc, on ne nous voit pas, c'est pas du tout intimidant en fait. Et parfois, on voit notre bonhomme se balader. On peut venir, on peut essayer de chatter avec, on peut explorer différentes maisons. Enfin, pour moi, le plus intéressant, c'est de marcher et de voir ce que les gens ont construit, ce que les gens ont créé. Mais au niveau intimidant, non, je trouve pas ça intimidant. Au contraire, parce qu'on est sous forme d'avatar. Moi, pourquoi je disais intimidant, hein, c'est une expérience personnelle. Hein. Je suis rentrée sur un Discord de Binance parce qu'à un moment, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'apprendre un petit peu plus sur les cryptos et les NFT. Qu'est-ce qui se passe chez la grande marque qui promeut beaucoup les cryptos? Je me suis retrouvée avec 15 messages spam, des, des tas de personnes qui m'encouragent à acheter leur monnaie. Mais donc, c'est pour ça que je demandais, est-ce qu'il faut avoir des précautions particulières et connaître certaines règles de la culture métaverse pour éviter de tomber dans des pièges. En tout cas, je ne sais pas ce que c'est la BSC, je t'avoue. C'est la Binance Smart Chain. Donc, je pense, en fait, Giovanna, que là où vous vous êtes retrouvés, c'est pas vraiment dans le métaverse, c'est dans la DeFi et dans le trading de coins.
Et si vous étiez sur Binance, ça devait sûrement être la BSC. Et c'est assez violent. Effectivement, c'est des gens qui vendent des coins, qui launchent des coins, c'est du trading assez violent. Et effectivement, quand on se retrouve sur ces Discord, on a 3000 spams. Cependant, moi, je conseillerais de directement aller sur les plateformes métaverses ou alors sur Discord, enlever les DM pour que personne ne puisse vous envoyer de messages et vraiment lire, mais sur le Discord de Decentraland ou sur le Discord d'une plateforme métaverse, parce que Binance, oui, c'est un petit peu hard. Alors, je ne comprends pas la référence de Laurent qui dit que la première règle du métaverse, c'est Dior. Alors, est-ce que quelqu'un a la référence? Do your own research. D'accord, donc renseignez-vous tout seul. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui existent déjà. C'est pour ça, je pense, ça fait aussi partie de cette culture. Il y a beaucoup de documentation qui existe et qui sont très bien faites. Il y a beaucoup de vidéos qui existent, qui sont très bien faites. Franchement, il y a de quoi monter en compétences assez rapidement, déjà en solo. Déjà en étant venu aujourd'hui ce soir. Ouais. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que de voir s'il y a d'autres questions qui sont restées en suspens, que le public avait encore envie de nous poser sur les questions du métaverse, peut-être des concepts sur lesquels on est passé un petit peu rapidement. Je sais qu'il y avait Enzo qui avait posé la question sur la question du secteur automobile, et que proposer une expérience client pour faire essayer des véhicules, c'est compliqué à mettre en place. Et qu'il y a certaines marques qui le font, mais que c'est encore, ça balbutie. On avait la question de Pierre sur la santé et sur donc l'utilisation de la VR dans la santé. Et donc tout ça, c'est en fait des exemples de secteurs qui utilisent avec plus ou moins de succès la réalité virtuelle ou le métaverse pour des expériences. Donc finalement, est-ce qu'on revient toujours à la même question, mais juste on change de secteur à chaque fois? Alors, oui et non, parce qu'en fait, en fonction des secteurs, il n'y a pas les mêmes problématiques à résoudre. Et du coup, la techno ne répond pas, enfin, répond de manière un petit peu différente, en fait. Sur le secteur de l'automobile, si on prend la chaîne de valeur, dans le secteur automobile, il y a à la fois les équipementiers, les constructeurs, il y a on va dire, ce qu'on appelle le in-car experience, donc l'expérience que je peux avoir au sein de la voiture, mais l'expérience que je peux avoir aussi en dehors de la voiture. Il y a aussi tout ce qui est relatif au métaverse industriel, parce que en fait, on va utiliser là plutôt du métaverse de type digital twin, donc jumeau numérique. Donc, on va construire des usines de manière digitale qui vont nous permettre en fait de tester des lignes de production, de tester des produits en avance phase avant même de les créer en physique, qui nous fait gagner un temps fou parce que l'usine qu'on aura créée, c'est vraiment le double réel de l'usine physique qui existe pour la marque. Et il y a beaucoup de constructeurs automobiles qui se sont lancés là-dessus. Je crois que BMW l'a fait, il doit y en avoir d'autres, je n'ai plus forcément tout le monde en tête, mais il y a effectivement plusieurs expériences métaverses dans l'automobile qui sont plutôt des expériences dans la construction, on va dire, qui ne sont pas forcément visibles du grand public. Et effectivement, il y a un certain nombre de... Alors, la partie essayer des véhicules de manière virtuelle, ça, pour le coup, ça existe. Il y a plusieurs constructeurs qui le font et qui continuent à le faire. Le seul... je vais pas dire, enfin, c'est pas si c'est un inconvénient, mais en tout cas, le seul frein, c'est qu'effectivement, pour pouvoir le faire de manière virtuelle, avec l'expérience qui est au maximum, il faut avoir le casque, en fait. Et aujourd'hui, le casque, c'est quand même un frein pour avoir des expériences qui sont de qualité. C'est un frein, pourquoi? C'est cher? Parce que c'est cher, parce que aujourd'hui, on a tous des téléphones qui coûtent très cher, mais on n'a pas forcément le casque qui va avec. Et on a beaucoup d'expériences qui sont très casques et qui n'est pas forcément multi-plateforme, multi-device. Donc, c'est aussi un des freins. Plateforme multi-device qui Pardon, ont plusieurs supports. Exactement, j'ai une expérience qui peut être accédée par mon PC, par mon téléphone, par un casque, par exemple. C'est ça le Graal, en fait. Hein. Mais on n'y arrive pas forcément à chaque fois ou avec le même niveau de qualité. Et si je peux compléter sur, donc là, on a parlé du secteur de l'automobile, mais là, il y avait une autre question sur le secteur de la santé. En fait, nous, ce qu'on voit comme cas d'usage principaux, c'était effectivement donc, ce que je disais, surtout sur la partie formation, parce qu'aujourd'hui, les médecins, les aides-soignants, pour s'entraîner, ils s'entraînent sur des vraies personnes ou des anciennes vraies personnes. Mais du coup, comment pouvoir sécuriser ces actions, ces opérations, des choses comme ça,
le métaverse, ça pourrait être typiquement une des choses qui leur permettrait, ou du moins la réalité virtuelle, pourrait leur aider en fait à monter en compétence sur les sujets. Et il y avait aussi donc Pierre qui nous parlait des déserts médicaux. En fait, je vais juste dire un petit mot sur les déserts médicaux. Effectivement, en fait, le sujet là, des déserts médicaux, c'est qu'il y a des zones dans toute la France où il n'y a pas assez de médecins par nombre d'habitants. Ce problème, il existe, mais c'est, enfin, selon mon opinion, hein, après, Pierre, je vous laisserai donner votre opinion. Selon moi, le métaverse ne serait pas une résolution à ce problème. Parce que quand on met un casque ou quand on rencontre quelqu'un dans le métaverse, on va voir son avatar. Mais l'objectif n'est pas de soigner son avatar, mais d'apporter des soins à la vraie personne. Donc en fait, ici, j'aurais pas tendance à promouvoir le métaverse sur ce sujet-là, mais au contraire promouvoir la téléconsultation. Parce qu'en fait, la personne, mieux vaut la voir en vrai pour la guérir en vrai. C'est pas l'avatar qu'on veut soigner. Enfin, c'est mon opinion. Je sais que peut-être, Ellie, vu que toi aussi, tu as touché à la santé, tu as peut-être ton opinion là-dessus. Oui, moi, je suis complètement d'accord. La santé, je suis plus dans la santé mentale. Donc, effectivement, la réalité virtuelle fonctionne très bien pour tout ce qui est phobie, même pour la schizophrénie, pour tout ce qui est anxiété, pour tout ce qui est dépression, pour tout ce qui est solitude, personnes âgées, etc. Donc, il y a de vraies belles choses à faire avec la réalité virtuelle. Par rapport au casque, moi, je pense effectivement que c'est un frein, mais pour moi, ce marché est quand même relativement bon, il est nouveau, mais il n'est pas tout petit non plus. Il y a quand même 80 000 casques Meta en France. Et il y a TikTok, la maison mère ByteDance, qui sort le Pico. Donc, pour moi, il y aura de plus en plus de casques à réalité virtuelle. Et donc, se mettre sur ce marché aujourd'hui, effectivement, c'est se limiter à ce nombre de casques. Mais pour moi, il va forcément grossir. Donc, le marché va grossir et aussi ce qu'on va pouvoir y faire va mûrir au fur et à mesure que plus de casques sont vendus. Merci beaucoup, Élie. Je vois que Pierre voulait réagir. Est-ce que Pierre, vous voulez prendre la parole? Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend Oui, bien. bonjour, très bien. Oui, parce que bon, moi je travaille dans la santé et effectivement, la VR est beaucoup utilisée en termes de formation, notamment avec une société qui s'appelle Simango, qui va même créer prochainement, enfin, qui a un projet de créer d'hôpital virtuel. C'est un des sujets, effectivement, sur l'utilisation de la VR, sans parler du métaverse obligatoirement. Mais il y a des projets également d'utilisation de la VR véritablement dans le soin. Par la création d'un avatar de la personne, c'est-à-dire que concrètement, le médecin, qu'est-ce qu'il va demain il pourra faire, en tout cas, il y a des projets dans ce sens-là, c'est grâce au système de radio, en fin de compte, créer votre avatar avec la réalité de votre organisme, de telle manière à ce que le médecin, s'il doit faire une opération, pourra au préalable se dire attention, là, la veine, elle passe là, pas là. Là, j'ai une particularité, là, j'ai ceci. Donc, je vais devoir opérer par voie basse, par voie haute, etc. et pouvoir faire un certain nombre de choses. Il y a du travail qui a été fait, notamment avec des imprimantes 3D pour reconstituer les organes avant l'opération. Mais voilà, là, aujourd'hui, on a des recherches sur comment créer des véritables avatars en vue de préparer une opération, par exemple. Ça, c'est un exemple. Si on parle du soin, je vous rejoins tout à fait, Élie, sur les thèmes que vous avez abordés. Aujourd'hui, on utilise effectivement alors le métaverse avec des avatars, notamment pour tout ce qui est les addictions, les choses comme ça, alcooliques anonymes. Il y a des expérimentations dans ce domaine qui marchent très bien, qui ont des bons résultats en tout cas. Mais il est également utilisé, la VR, pour diminuer les médicaments. Alors, je vais vous expliquer, aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui utilisent des casques de VR en vue de préparation. Alors, on est sur la sophrologie, on est sur l'hypnose, une préparation à l'opération. Ce qui fait que le patient, effectivement, étant bien détendu, alors je vais prendre un exemple, hein, on est passé de les infirmières puéricultrices, aujourd'hui, ont parfois des cours d'hypnose pour préparer les enfants, et ainsi, on donne moins de médicaments à l'enfant avant un soin. Il est plus détendu et le soin se fait mieux. On est passé du patch, entre guillemets, à l'hypnose, et on est en train de passer dans les préparations à l'opération au casque de VR, qui se développe de plus en plus. Alors, tout à l'heure, je parlais des heures médicaux, et pourquoi? Parce que
Je vais vous donner un exemple, un scénario. Alors, il va être un peu… Alors, Pierre, pourri. ce que Oui. je vous propose, on va avoir une partie qui sera Pardon. vraiment consacrée aux échanges plus informels et où on pourra tous échanger plus facilement. Pas de souci. Ce que je vous propose, c'est juste qu'on réponde à la question de Bettina qui a soulevé Oui, bien sûr, une pas de souci. question qui était sur la question du commerce des produits réels et donc physiques. Est-ce que c'est possible métaverse à travers des centres commerciaux sur des plateformes de métaverse, par exemple. Et donc, on entre là dans un autre domaine que la santé, mais on reviendra justement par cette deuxième partie de notre table ronde et de cet événement sur une partie beaucoup plus informelle où on pourra tous échanger et où ce ne sera pas enregistré. Donc, ce sera plus facile de prendre la parole librement. Donc, je vois que Azzedine avait déjà commencé à répondre sur un des partenariats de marque, mais peut-être on peut parler un petit peu plus de cette expérience de vente de produits physiques dans le métaverse. Je ne sais pas qui voudrait prendre. C'est marque qui tente. Donc, j'avais parlé à l'époque à une marque de glace et une très grande marque de glace. Et puis, elle disait, alors, ils ont fait un partenariat avec Deliveroo et se disaient peut-être que les envies de snacking, quand les gamers, ils ont faim, peut-être qu'on pourrait leur vendre. Donc, il y a ces questions-là, mais pour le moment, je dirais, avec là où on en est sur le métaverse, une marque doit rentrer dans ce monde avec un peu d'humilité en essayant de créer un peu de valeur, de créer quelque chose en fait pour la communauté, pour sa communauté et montrer un peu qui elle est. Donc en fait, je pense qu'on en a marre des billboards, on en a marre des pubs Instagram. Et donc là, en fait, une des peurs, c'est est-ce qu'on va se retrouver dans un métaverse où on veut nous vendre des choses à longueur de temps comme on le voit sur les réseaux sociaux. Et donc les marques qui font ça, voilà, je pense que là, en ce moment, la question, c'est moins de monétiser et plus d'expérimenter et d'apporter des expériences à la communauté et de donner un petit peu. Et si la communauté adore la marque, elle va acheter les produits plus. Mais je dirais, essayer de faire de la vente directe dans le métaverse, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas la meilleure des idées. En fait, on échange avec beaucoup de marques en ce moment de luxe et des retailers. Et effectivement, ils sont assez, je les trouve pour le coup assez lucides en fait sur ce. C'est un canal de communication. Elles le prennent comme un canal de communication, pas forcément comme un canal de vente, même s'il y en a quelques-unes. Il y a quelques exemples avec Nike et Artefact, là, comme je le mentionnais dans le chat. Mais effectivement, l'idée, c'est comment est-ce que j'entretiens une relation et je développe une relation particulière avec mon client finalement, plus que je lui vends quelque chose. Donc, c'est plutôt, je communique ou finalement, je cible une autre catégorie de population que je n'ai pas aujourd'hui, principalement les jeunes, par ailleurs, pour les attirer à un moment donné au sein de ma marque, que ce soit sur le site et ou en physique dans le magasin. Il y a beaucoup de marques qui se posent la question de comment est-ce que j'améliore le trafic en magasin en créant des expériences virtuelles dans le métavers. Donc, il y a plein d'objectifs. Et en fonction de l'objectif de la marque et de l'entreprise, effectivement, il va y avoir des cas d'usage un petit peu différents. Après, il y a beaucoup de ces marques-là font aussi du fundraising, on va dire, un peu. Ils utilisent les plateformes métaverses et surtout les drops de NFT, finalement, pour faire du fundraising pour des causes un peu nobles, pour la partie plus sustainability, écologie, etc., etc. Donc, c'est aussi utilisé pour ça, en fait. Merci beaucoup pour vos réponses et donc d'avoir joué le jeu des questions-réponses. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter très prochainement l'enregistrement. Remercier toutes les personnes qui nous ont suivis donc, en replay jusqu'à présent.